after you that makes you cry. I wanna be that joy little wine. 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 I wanna be that... Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale L'Indiscrète. Mon nom est Sarah Renaud et mon rôle sera de vous faire découvrir le merveilleux monde de l'homosexualité. À chaque semaine, vous aurez la chance de découvrir une branche de la communauté LGBT. La communauté LGBT, elle est lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Pour débuter en beauté, cette semaine, nous aborderons le thème de l'homosexualité, plus particulièrement l'univers lesbien. Je suis présentement au Musée canadien de l'histoire à Gatineau pour la Journée internationale contre l'homophobie. J'aurai la chance de vous faire découvrir l'acceptation du mariage entre couples du même sexe, la série The L Word, l'organisme Jeunesse Idem et plusieurs autres surprises. Mais tout d'abord, je vous présente le cheminement de l'homosexualité. Les sociétés à travers les âges et les cultures n'ont pas toujours eu la même perception de l'homosexualité. Comme la perception de l'amour a évolué avec le temps, celle sur les couples du même sexe s'est aussi transformée avec les années. Et d'ailleurs, l'homosexualité a déjà connu des jours plus glorieux. Alors revenons à cette époque de l'Antiquité où les hommes pratiquaient la pédérastie. Certains empereurs romains étaient bisexuels. Il n'y avait aucun problème à être unis avec une personne du même sexe. En fait, les empereurs étaient souvent mariés à une femme pour avoir des enfants et à un homme pour la pédérastie. La pédérastie était une pratique très populaire depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. C'est un homme qu'on appelait l'éraste qui éduquait un jeune garçon qu'on nommait éromène, concernant l'apprentissage de la vie par des rapports homosexuels avec celui-ci. C'était tout à fait normal et ça faisait partie de leur culture. D'ailleurs, l'empereur romain Néron pratiquait la pédérastie avec un jeune homme nommé Sporus, tout en étant marié avec sa femme Poppée. Lors de la chute de l'Empire romain, c'est à ce moment que le christianisme fait son apparition. Avec le temps, la religion brime tous les rapports homosexuels. L'important était d'avoir une grande population et seuls les couples hétérosexuels pouvaient aider à la cause. Alors, jusque dans les années 1960, le thème de l'homosexualité resta un thème tabou. Même après la Deuxième Guerre mondiale, lors de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, l'American Dream devient l'objectif à atteindre pour être une famille parfaite. Il y a l'apparition de l'écrivaine Colette, une femme haute en couleur qui exprime sa bisexualité sans gêne. Il y a aussi la créatrice de mode Coco Chanel qui révolutionne le monde de la mode en innovant avec une gamme de vêtements plus masculine. Elles sont les précurseurs de cette émancipation hors norme de l'identité des hommes et des femmes parce qu'elles ont osé questionner la pensée traditionnelle à une époque où c'était mal reçu. Malgré le pouvoir de l'Église, la Première Guerre mondiale est une période de changement radical. C'est à ce moment qu'un mouvement d'opposition se développe pour contrer la culture dominante et ses idéologies religieuses. La contre-culture fait son apparition et c'est à ce moment qu'on peut voir l'éclatement des valeurs. Plusieurs branches se créent comme la Beat Generation, le dadaïsme et le surréalisme qui s'opposeront au discours hétérosexuel. D'ailleurs, le poète Allen Ginsberg, faisant partie de la Beat Generation, était ouvertement homosexuel. Ils s'opposeront totalement au discours hétérosexuel et seront d'une grande aide pour permettre à l'homosexualité de sortir du placard. Un signe probant de l'émancipation de la liberté gay cette année, à la Saint-Valentin, nous avons pu entendre le discours émouvant de l'actrice Ellen Page. Celle-ci fait son coming out, mais elle exprime aussi sa volonté de faire avancer la communauté gay. Voici un extrait de ce qu'elle avait à nous dire. And I am here today because I am gay. And because maybe I can make a difference. To help others have an easier and more hopeful time.
Regardless, for me, I feel a personal obligation and a social responsibility. Depuis le début du 21e siècle, les gens recommencent tranquillement à avoir une ouverture d'esprit pour tout ce qui concerne les relations entre conjoints du même sexe. On peut dire que l'homosexualité est à son apogée depuis le 21e siècle. Pourtant, la question se pose, y aura-t-il un autre moment difficile pour les couples gays? Le retour d'un conservatisme moral depuis quelques années aux États-Unis aurait tendance à remettre le christianisme à la mode. Connaissant l'influence de ce pays, les Newborn Christians risquent de donner du fil à retordre à la communauté LGBT. Ça reste à voir. Depuis plusieurs années, les homosexuels de partout à travers le monde revendiquent le droit au mariage et à la possibilité de fonder une famille. Ces sujets tabous sont à la base d'une longue lutte dans plusieurs pays. L'évolution du mariage homosexuel et de l'homosexualité sont encore d'actualité et causent beaucoup de controverses. Le parcours juridique méconnu de l'union de couples du même sexe sera mon brin de théorie. Les Pays-Bas furent la première nation à légaliser le mariage homosexuel en 2001, suivi de la Belgique en 2003. Le 20 juillet 2005, c'est au tour du Canada de faire preuve d'une ouverture d'esprit. C'est d'ailleurs le troisième pays à avoir accepté le mariage gay et le premier en Amérique. Avant d'en arriver là, il a fallu affronter plusieurs épreuves. Il y a eu un grand débat politique à savoir si le mariage pourrait être civil et religieux. Pour ce qui concerne le Canada, un consensus a été établi et le mariage de même sexe ne peut qu'être civil. Moins d'un an avant l'accord des mariages homosexuels, seulement 51% des Québécois étaient favorables, tandis que 56% des Albertains étaient contre l'idée. Alors, le mariage gay ne faisait pas l'unanimité. Qu'a fait le gouvernement pour changer l'opinion de la population? Ils ont permis le mariage entre personnes de même sexe partout au Canada en 2003 et en 2004, excepté en Alberta. Cette loi n'est plus en vigueur aujourd'hui car depuis le 20 juillet 2005, l'Alberta accepte les mariages entre personnes de même sexe et c'est à partir de ce moment-là que le Canada a été considéré comme un pays ayant légalisé le mariage homosexuel. L'homoparentalité est très controversée dans plusieurs pays. Les homosexuels exigent le droit de fonder une famille. D'ailleurs, l'Association des parents gays et lesbiens, APGL, vient en aide à ses futurs parents en leur donnant du support moral, en défendant les droits des homosexuels et en leur montrant les différentes possibilités pour avoir un enfant. Saviez-vous qu'il y a plus d'un type de famille homosexuelle? C'est le contraire de la famille de rêve américain qui se compose de deux parents du sexe opposé et de deux enfants. Il existe plusieurs façons pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels de créer une famille. Premièrement, il y a l'adoption. Les parents de même sexe ne peuvent pas adopter dans tous les pays. Ils doivent parfois faire croire qu'ils sont célibataires ou hétérosexuels pour avoir droit à l'adoption. Des études sont en cours parce que certains chercheurs pensent que l'éducation des enfants ne sera pas la même et qu'il pourrait même y avoir des conséquences néfastes sur son développement. De plus, ces chercheurs doutent des compétences des parents homosexuels. Ils croient fermement que l'enfant manquera d'une image maternelle ou paternelle et cela pourra influencer son orientation sexuelle. Deuxièmement, il y a l'insémination artificielle. Cette méthode consiste à mettre du sperme d'un donneur dans les organes reproducteurs de la femme à l'aide d'une pipette. Les couples de lesbiennes utilisent souvent ce procédé. C'est pourquoi on compte plus de 980 inséminations réalisées par cette clientèle entre 2002 et 2012 au Québec. Les couples gays ne peuvent pas avoir recours à cette méthode et dans certains cas ne peuvent pas adopter dans leur pays. Ils se tournent donc vers une autre solution qui est d'avoir une mère porteuse. Celle-ci est souvent quelqu'un de l'entourage, de la future famille, qui accepte de mettre au monde l'enfant. D'après un sondage créé par Léger Marketing en 2011, 69% des Canadiens pensent qu'un couple de deux hommes a autant de chances de vivre une relation amoureuse à long terme
comme un couple hétérosexuel et 73% pensent qu'un couple de femmes peut vivre une relation à long terme comme les hétérosexuels. Nos voisins, les États-Unis, ont une différente perception de l'homosexualité et de l'homoparentalité. La population LGBT était vue comme des gens atteints d'une maladie. Jusqu'au jour où Alfred Kinsey rédigea en 1948 son rapport nommé « Sexual Behavior in the Human Male », le comportement sexuel du mâle humain. Dans son œuvre, il remet en question l'hétérosexisme. C'est le premier pas fait par les États-Unis pour contrer l'homosexualité. Ensuite s'ensuivit l'organisme Gay Liberation Front, Front de libération homosexuelle, qui a pour but de soutenir la communauté gay. En 1973, l'American Psychiatric Association, Association américaine de psychiatrie, enleva l'homosexualité de sa liste de maladies et depuis les années 90, le débat pour le mariage entre le couple du même sexe continue à prendre de l'expansion. Une étude faite en 2011 laisse à croire que 9 millions des États-Unis sont gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres, comparativement à environ 64 500 au Canada, et les chiffres continuent d'augmenter d'année en année. Maintenant que l'homosexualité est de plus en plus acceptée dans notre société nord-américaine, il est normal que cette présence soit plus forte à la télévision. Par exemple, dans nos séries québécoises comme Unité 9, Trauma, Les Jeunes Loups et Mémoire vive, où l'on retrouve le personnage de Flavie, qui est un personnage fièrement lesbienne, on accorde beaucoup plus de place au rôle gay. Bien plus conservatrice, la société américaine accepte elle aussi la communauté LGBT avec une série très populaire aux États-Unis nommée The L Word ou Elle au Québec, et ce sera mon classique de la semaine. Cette série télévisée de 6 saisons fut diffusée de 2004 à 2009. Tournée à West Hollywood, un quartier gay de Los Angeles, on peut y retrouver des actrices comme Leisha Ali, Catherine Mooning, Jennifer Beals et Laurel Holman. La série Elle est réalisée par Eileen Chaikin, qui illustre de façon idéaliste le monde lesbien. Une écrivaine nommée Jenny Shelter déménage à Los Angeles pour habiter chez son copain Tim. Il s'avère que les deux voisines, Beth et Tina, sont lesbiennes. Pour faire connaissance, le couple les invite chez elle à une fête. C'est à ce moment que Jenny rencontre la belle Marina et découvre un nouvel univers. Comme tout le monde le sait, les femmes sont douces, romantiques, timides. Tu ne te pisses pas sur les doigts. Subtil. J'attends de me rincer l'œil devant tes nibards. Libérez-vous de vos a priori. Je suis une lesbienne avec l'aspect d'un mec. The L-Word, la femme est un homme comme les autres. Jenny prend conscience de son orientation sexuelle. Sans trop de surprise, elle laisse tomber son petit copain Tim. Tout au long de l'histoire, elle écrit son roman nommé Les Girls, qui est inspiré de sa vie à Los Angeles. L'endroit par excellence où elle et ses amis se retrouvent est un café gay qui se nomme Le Planète. Chacune d'entre elles nous font part de leur vie professionnelle et amoureuse. On apprend donc à bien les connaître et on s'attache facilement à leurs différentes personnalités. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la plupart de l'émission se déroule dans un café qui s'appelle The Planet. Le soir, ce café se transforme en une discothèque. Saviez-vous qu'une représentation a été faite à Montréal? The Planet a été francisé et se nomme Le Planète. Ce restaurant situé au début du quartier gay prône l'homosexualité. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire, Jean-Luc Raymond, et il m'a fait part de plusieurs clients qui lui ont demandé si le restaurant avait vu le jour pour faire hommage à la série Elle. Il m'a répondu très franchement que Le Planète avait été bâti avant même le début de la série. Par contre, il met souvent en place des événements qui rappellent l'émission.
la chaîne Showtime a eu l'audace de présenter cette série qui aurait pu être très controversée à l'époque. L'homosexualité est encore très taboue. D'ailleurs, c'est pourquoi la série a été tournée dans la municipalité de West Hollywood. Même si la communauté LGBT n'était pas totalement acceptée aux États-Unis, 41% sont des hommes gays ou bisexuels. C'est la plus grande communauté gay au monde. L'émission télévisée Elle marqua les Américains et les Québécois. La série fut plus populaire que prévu. La réalisatrice ne prévoyait pas autant de téléspectateurs. Dès le premier épisode, ils ont prévu faire une deuxième saison. La popularité grandissante de la série les a amenés à faire un total de 6 saisons. Voilà un classique qui a su montrer un tout nouvel univers aux Québécois et aux Québécoises. Une série à découvrir et à redécouvrir. En tant qu'adolescent, ce n'est pas toujours facile de s'accepter et de bien vivre avec son orientation sexuelle. Heureusement, il existe un organisme de la région de l'Outaouais nommé Jeunesse Idem qui aide les jeunes LGBT à surmonter ces moments souvent difficiles où l'isolement devient un obstacle majeur à l'acceptation. Je suis aujourd'hui dans les locaux de cet organisme qui est situé dans le Vieux Hall et j'aurai le plaisir de rencontrer l'intervenant travaillant ici, Éric Bisson. Suivez-moi. Bonjour Éric. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est Jeunesse Idem? Bon, en fait, Jeunesse Idem, qui est le seul organisme en Outaouais québécois à travailler avec les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, transsexuels et en questionnement d'orientation sexuelle ou d'identité sexuelle entre 14 et 25 ans. Est-ce que tu dirais que c'est plus des hommes ou des femmes? Ça dépend des temps. Il y a des moments où on a plus d'hommes, d'autres fois plus de femmes, et d'autres fois c'est un équilibre. Je dirais que depuis les 2-3 dernières années, on a beaucoup plus de femmes. OK. On est d'ailleurs un des seuls organismes au Québec qui n'a pas de difficulté à rejoindre les femmes. Puis est-ce que tu dirais que la demande est en croissance ou en décroissance? Comment ça marche ça? C'est un peu difficile à répondre à cette question-là parce que oui, il y a une demande, mais en même temps, c'est que beaucoup de gens, malgré le fait que Jeunesse Idem a 18 ans, beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Donc, si tu es jeune, tu as des questions sur ton orientation sexuelle ou ton identité sexuelle et que tu ne connais pas les ressources, c'est difficile de venir ou de nous contacter. En Outaouais, est-ce qu'il y a plus d'homophobes qu'ailleurs? Bien, c'est sûr que quand on parle de la problématique en lien avec l'homophobie, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Rarement, on va avoir Statistique Canada qui va nous appeler pour dire « Hey, monsieur, madame, est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que vous vous considérez homophobe? » Donc, c'est sûr que beaucoup d'homophobie est très camouflée. On entend souvent l'expression « Ah, c'est correct qu'il soit gay, mais qu'il ne me touche pas. » Mais, ouais. Il y a toujours le « mais ». Donc, on réalise que, évidemment, si je regarde, moi, ça fait 17 ans que je suis impliqué ici. Donc, si je regarde, il y a 17 ans, il y a eu un changement énorme. Par contre, l'homophobie est encore présente. Vous faites aussi des présentations dans les écoles? Ah oui, évidemment, on peut laisser les gens venir à nous, mais définitivement, il faut aller aussi vers les gens. Autant pour faire de l'éducation, de la sensibilisation, en lien avec la réalité des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres, transsexuelles, donc en lien avec l'homophobie, la transphobie, autant dans le milieu secondaire, cégep et universitaire. Si Jeunesse Idem, c'est fait autant pour ceux qui se posent des questions que pour ceux aussi qui sont hétérosexuels. Ah oui, que les n'importe alliés. qui peut venir. Les alliés, tout le monde vient. Hein? Comme je dis toujours, moi, je n'ai pas de détecteur d'orientation sexuelle ici à la porte. Tout le monde est bienvenu et bien vu ici dans le sens qu'on accompagne les gens dans leur cheminement quand ils ont un besoin. Mais il y a toute la question de si quelqu'un vient dans nos rencontres du mardi soir, par exemple, et ne veut pas venir ici pour la première fois seul, ben, il peut être accompagné d'amis
peu importe l'orientation sexuelle. Si on te rejoint ou si on veut avoir accès à l'organisme, c'est où qu'on fait ça? Ben, c'est sûr qu'on est à l'ère technologique, donc tout l'aspect des courriels, c'est beaucoup plus rapide, souvent. Donc, beaucoup de gens nous retrouvent à travers... Vous avez un site on a un internet? site internet, donc www.jeunessdem.com. Et donc, à ce moment-là, on peut trouver toutes les façons de nous contacter via là. On a une page Facebook aussi pour les événements et tout ça. Donc, ça, c'est des belles façons. Sinon, il y a toujours le numéro de téléphone, autant le 819-776-1445. Et pour ceux et celles qui ont une panne de cellulaire, qui n'ont plus de batterie, il y a toujours le numéro sans frais au 1-877-776-1445 pour pouvoir nous appeler même d'une boîte téléphonique sans avoir à déposer d'argent. Donc, c'est vraiment c'est complètement gratuit. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens peuvent nous appeler et de se sentir en confiance avec nous parce qu'ils peuvent être eux-mêmes, elles-mêmes. Nous, notre but, c'est pas de les juger, mais d'écouter et de répondre à leurs questions le plus possible. Ben, merci, Eric. Ça fait plaisir. Pendant que certains d'entre vous se font bronzer au soleil, moi je prends plaisir à lire. Cette semaine, j'ai eu la chance de découvrir le premier livre de l'écrivaine Kim Messier. Son roman Hors du commun vous impressionnera par son histoire d'amour lesbien vécue secrètement. Ce livre se nomme Le Placard et ce sera mon quoi de neuf à lire. Première partie d'une dilogie, ce livre est paru le 1er août 2012 aux éditions de Mortagne et raconte l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Léa. Elle vient d'avoir 12 ans et ses parents lui offrent un abonnement au gym en guise de cadeau d'anniversaire. Attendant ce moment depuis longtemps, Léa s'empresse d'accompagner sa mère pour aller s'entraîner. Pour ses débuts au gym, sa mère exigeait qu'elle aille une entraîneuse parce qu'elle voulait que sa fille parte du bon pied. Mais Léa vit une situation qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir lui arriver. Elle tombe en amour avec son entraîneuse. Perturbée et ayant peur de la réaction de ses proches, elle refoule ses sentiments qu'elle éprouve pour cette fille qui est inaccessible. Malgré cette expérience déterminante, Léa cachera son orientation sexuelle jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'au jour où elle en a assez de se dissimuler derrière son rôle d'hétérosexuel. Elle s'inscrit alors sur un site de rencontre et fait connaissance de Frédéric, une jolie demoiselle de 20 ans. Kim Messier est une écrivaine et une enseignante de français à l'école secondaire du Verbe divin à Granby. Son premier roman, Le Placard, présente de façon très juste et saisissante la réalité de plusieurs jeunes filles qui se cherchent dans leur orientation sexuelle. On pourrait comparer cette histoire d'amour au livre Elle vivait d'espoir de Claudie Hunzinger, roman paru chez Grasset en France en 2010. Le même concept est abordé, c'est-à-dire une histoire d'amour inconditionnel entre deux femmes. Sauf que celle-ci se passe durant la Deuxième Guerre mondiale sur le continent européen. Si quelqu'un venait apprendre qu'elles sont follement amoureuses, elles se feraient exécuter sur le champ. Deux époques différentes, deux contextes sociaux aux antipodes, deux lieux géographiques bien étrangers l'un à l'autre, mais cette même difficulté à exprimer librement les mouvements profonds du cœur de nos deux héroïnes. Le Placard est un roman jeunesse très facile à lire avec beaucoup de dialogues, un vocabulaire simple et une typographie à gros caractères. Tout est décrit de façon minutieuse et permet au lecteur de bien cerner ce que vit Léa. Les éditions de Mortagne, maillon de l'Empire québécois, sont reconnues pour plaire au grand public. Le Placard aborde un thème tabou et c'est pourquoi l'œuvre est conseillée aux adolescents de 14 ans et plus. J'ai bien aimé que Kim Messier fasse mention dans son roman de la ligne Gay Écoute, car ce centre d'aide existe vraiment et elle laisse même les coordonnées dans son livre. L'écrivaine avait prévu que certains de ses lecteurs, se sentant comme le personnage de Léa, auraient besoin de parler et d'obtenir des conseils. Ce qui est vraiment intéressant avec l'écriture de ce livre est sa structure narrative. En effet, l'auteur nous fait passer d'une époque à l'autre pour nous expliquer une période marquante de la vie de Léa.
Alors, dès les premières pages, la jeune fille rencontre son entraîneuse, a des sentiments pour elle et pense tout de suite que c'est de l'amour. Ensuite, Léa s'avoue à elle-même être une lesbienne et veut le cacher à son entourage. Terminant le premier paragraphe, je me demandais si l'héroïne de 12 ans pouvait sauter aussi vite aux conclusions. C'est alors que, dans les pages qui suivent, on fait une habile analepse, ce qu'on appelle plus communément un flashback, pour nous expliquer ce qui amène Léa à penser qu'elle était vraiment lesbienne. C'est un style d'écriture qui est accrocheur et qui nous garde sur le qui-vive tout au long de l'histoire. Voici un extrait des pensées de Léa. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais fait de pas correct? Toutes ces questions me revenaient en tête constamment, m'épuisaient, me rendaient triste. Penser à mon avenir me démoralisait davantage. Je ne voyais que la déception dans les yeux de mes parents. Comment pouvais-je leur avouer que je préférais les filles aux garçons? Bref, la fin du roman nous laisse en appétit sur la relation entre Léa et Frédéric. Le placard de Kim Messier nous fait voir l'univers lesbien à l'aide des pensées de Léa. Une précision frappante de la réalité des lesbiennes à notre époque est découverte tout au long du roman. Espérons que l'histoire d'amour pour les deux femmes ira pour le mieux. D'ailleurs, je vais commencer le deuxième livre. Vous cherchez une œuvre cinématographique intéressante? Voici une suggestion spécialement pour vous. Gagnant d'un Palme d'Or à Cannes en 2013, le dernier film d'Abdelatif Kechiche, qui s'intitule La vie d'Adèle, est vraiment un film à découvrir et ce sera mon quoi de neuf à voir. Une collégienne nommée Adèle est une jeune Française typique. Elle va à l'école, elle a des amis et une famille qui l'aime. Son cercle social lui met de la pression pour qu'elle se trouve un copain. Adèle fréquente donc Thomas, mais leur relation ne fonctionne pas. Sa vie est chamboulée au moment où elle croise brièvement le regard d'une jeune femme aux cheveux bleus qui se nomme Emma. Heureusement qu'Adèle finit par retrouver Emma, puisque les deux jeunes femmes apprendront à mieux se connaître et vivront une longue histoire d'amour hors du commun. C'était pas bien. C'était trop bien. Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas? Putain, on dirait la PJ du sexe, quoi. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc. Le réalisateur Abdelatif Kechiche est bien connu pour ses films au thème tabou. Il ose présenter des sujets que les gens ne veulent pas voir. Comme il l'avait si bien fait dans son film La graine et le mulet, dans lequel il décrit la misère des immigrants maghrébins à Marseille, c'est en touchant aux failles de la société française que son œuvre cinématographique est devenue aussi prestigieux. Et une fois de plus, avec son dernier film Hors du commun, il réussit à attirer l'attention des spectateurs comme des critiques. Il a bien réussi à montrer l'univers lesbien avec une précision impeccable, un réalisme qu'on voit peu au cinéma. Saviez-vous que les actrices n'ont lu le script qu'une seule fois? En effet, Kechiche voulait qu'elle soit le plus naturelle possible, alors plusieurs prises ont été improvisées. Adèle Exarchopoulos jouait le rôle principal d'Adèle et Léa Seydoux jouait le rôle d'Emma. Les deux femmes sont tout simplement impressionnantes. Elles ont été capables de travailler avec Abdelatif Kechiche, qui est un réalisateur très demandant pour les actrices. Dans une entrevue, elles ont fait part que les scènes sexuelles étaient plus difficiles à jouer. Elles n'avaient jamais eu de relation homosexuelle et dès la première journée de tournage, Adèle et Léa ont dû jouer une scène des plus torrides. Si on y pense, ce devait être très intense pour les actrices qui ne se connaissaient pas de débuter avec une scène où elles font l'amour. Mais le résultat final est impeccable. On pourrait même douter que les deux amantes jouent un rôle. C'est sensuel, c'est explicite, c'est de l'amour avec un grand A.
somme, ce film haut en couleur a su en surprendre plus d'un et je crois qu'il mérite très bien le prix qu'il a obtenu à Cannes. L'histoire d'amour à saveur homosexuelle restera un classique d'Abdelatif Kechiche. Croisons les doigts pour qu'il y ait une suite au film La vie d'Adèle. Avant de se quitter, je vous propose d'aller à Montréal durant la semaine du 11 au 17 août. Il y a plusieurs activités à participer dans le quartier gay de Montréal, notamment le fameux défilé pour supporter la communauté LGBT. Pour plus d'informations, visitez le www.fiertémontréalpride.com. C'est une semaine remplie de plaisir et ça vous permettra de même d'appuyer la cause. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale sur l'homosexualité et j'espère que vous en avez appris davantage à ce sujet important de notre société. Au revoir. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.